Salut les amis. Bon, on se retrouve aujourd'hui avec le fraté. Voilà, c'est ça. Toujours opérationnel. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, donc, on va vous parler de sujet très important. On va vous révéler 10 erreurs, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. 10 erreurs qu'il faut absolument éviter en immobilier. Disons, on va dire plus les principales, quoi. Enfin, de ce que nous, on a retenu aussi. C'est ça. Et du coup, on va commencer. Et la première qui est évidente, vous allez me dire, c'est ne pas se former. Voilà, évidemment. Que tout le monde, bon, c'est vrai, un peu connaît. Mais du coup, c'est vrai que bon, on le répète, bon, vous le savez aussi déjà, c'est vrai que c'est super important de vous former, étant donné que bah voilà, vous savez très bien que l'immobilier c'est des centaines de milliers d'euros. Ouais, c'est clair. Effectivement, vous avez des formations, que ce soit des formations sur YouTube, enfin vous avez des vidéos YouTube où vous avez après des formations en ligne. Contenu gratuit que vous pouvez consulter. Voilà, vous avez du contenu gratuit, vous avez des livres effectivement. Donc pour ceux et celles qui n'aiment peut-être pas au début, voudraient un peu économiser et se former gratuitement ou à très faible coût, n'hésitez pas à faire à lire des bouquins, à regarder des vidéos YouTube. Disons que c'est de plus en plus difficile de trouver l'excuse de dire ah je peux pas me former, c'est trop cher, etc. Vous avez énormément de contenu déjà gratuit de base, comme mon frère l'a révélé. Après vous avez forcément du contenu qui est forcément payant, mais qui est super important. Je pense surtout honnêtement que si vraiment vous avez le budget, faut formez-vous, c'est clair. Parce que vous aurez un condensé d'informations que vous pourrez regarder dans un laps de temps très court, ce que vous ne pouvez pas faire quand vous regardez des vidéos YouTube où c'est un peu éparpillé. Donc vous avez plein d'informations, mais c'est pas forcément l'idéal parce que c'est réparti et vous pouvez peut-être pas forcément faire le lien sur toute une opération immobilière. Donc c'est pas évident. C'est clair, c'est riche et varié, on va dire. Et puis j'ai même envie de vous dire par rapport au coût que ça en lui-même, il faut bien vous dire que si vous investissez des centaines, que ce soit 100, 200, 500 000 euros, mettez que ce soit, je sais pas, 1000, 2000, 3000 euros, enfin peu importe, mais faites-le, ce sera bénéfique après pour tous vos investissements immobiliers. Disons que vous pouvez, et pour finir pour cette erreur-là, vous pouvez les récupérer très facilement et très rapidement. Rien que sur la négo par exemple, ils peuvent le récupérer. J'allais dire. Voilà, tout simplement. C'est ça. J'étais devant. Deuxième erreur que beaucoup, je pense, de gens font. Et du coup, ça c'est au début de vos investissements. Ça peut être au début de vos investissements. C'est mal gérer son argent en fait. Tout simplement. Ce qui est important, c'est épargner. Et si vous dépensez votre argent chaque mois pour des choses un peu futiles, bêtes, etc. Par rapport à la banque, ne serait-ce que par rapport à la banque, si admettons je sais pas, vous faites après c'est tout à votre honneur, mais si vous faites des paris sportifs, des jeux en ligne, etc. Dites-vous bien un truc, c'est que le banquier il va voir ça, je pense qu'il va refermer le dossier et il va dire monsieur c'est pas possible pour moi, etc. Je pense que disons que mettez une balle dans le pied. De manière générale, je pense que c'est super important si vous voulez investir dans l'immobilier, parce que de façon sérieuse. Parce que si après vous voulez pas investir dans l'immobilier, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez investir dans l'immobilier de façon sérieuse, je pense que c'est un minimum syndical que de se dire ok, je fais gaffe à ce que je dépense, etc. Je fais attention à mon argent, etc. Donc ne serait-ce que par rapport au financement, ce qui est totalement normal, et parce qu'ils vont vous prêter peut-être 100, 200, 500 000 euros. Donc si le banquier voit que vous tenez mal votre compte, c'est un peu logique que que le banquier vous refuse le prêt. Et j'ai même envie de vous dire aussi, second temps, c'est par rapport à vous-même. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à gérer vos finances, comment vous allez gérer les loyers, les entrées-sorties, les diverses charges, etc. Comment vous allez faire? Donc c'est un peu de la logique, j'ai envie de dire. Si déjà vous n'avez pas un compte qui est clean, comment vous pouvez gérer un immeuble de rapport avec 6 locataires et vous avez diverses charges, des travaux à faire. Pour moi c'est impossible. C'est clair. Donc voilà. C'est un peu la logique, ça suit un peu l'investissement que vous investissiez dans l'immobilier, c'est un peu logique en soi. Troisième erreur qui est super importante, c'est que les investisseurs achètent d'abord une RP, donc une résidence principale, au lieu
d'un investissement locatif. Attention, je dis pas que c'est une erreur de façon globale d'acheter une RP. C'est sécurisant, c'est gratifiant, c'est vrai que c'est important. Mais si vous voulez à terme investir dans du locatif et enchaîner les investissements, si vous achetez d'ores et déjà une résidence principale et que par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, que vous vous endettez à hauteur de 33% voire plus, puisque les banques autorisent, quand vous voulez vous faire financer une résidence principale, elles autorisent à aller au-delà des 33% d'endettement. Si vous atteignez ce taux-là, ça peut être très compliqué. C'est clair. Après, c'est vraiment en fonction de vos objectifs. Si vous voulez vraiment faire ça sérieusement et investir, que ce soit sur vraiment beaucoup d'appartements ou des immeubles, dites-vous bien que si vous avez une RP et que ça vous prend 30, que ce soit même 40% de taux d'endettement, aux yeux des banques, ils vont vous dire mais monsieur ou madame, ce n'est pas possible. Vous serez plus solvable aux yeux des banques. Donc, et puis ce sera fini, vous pourrez plus rien faire. Ou auquel cas, j'ai envie de vous dire, prendre une RP et que ça vous coûte vraiment pas grand chose en crédit. À la limite. Vous l'ayez payé il y a 10 ans. Avec vos sous, etc. À la limite. Mais disons oui, effectivement, acheter une RP en se disant que vous voulez derrière faire du locatif. Dans ce cas-là, je pense que c'est un peu une erreur. Ouais, c'est ça. Voilà. Ensuite, on est à la quatrième point, c'est écouter, et ça c'est vraiment je pense pour tout le monde, c'est écouter les personnes qui n'ont pas eu de succès dans l'immobilier. Voilà. Et donc la bonne manière, c'est de ne pas les écouter forcément. Évidemment. Effectivement, nous, c'était un peu notre cas. On avait notre entourage. Bon, c'est pas pour les dénigrer, mais c'est vrai que ils avaient peur en fait. Votre famille, que ce soit vos amis, etc., ils vont soit avoir peur parce qu'ils tiennent à vous, ou même ils ont fait eux-mêmes des investissements immobiliers ou autres, que ce soit ou autre, et ils se sont un peu plantés. Et du coup, ils vont se dire, comme moi je me suis planté, vous voulez faire pareil, forcément vous allez vous planter. Donc c'est un peu l'investissement immobilier, c'est pas intéressant, donc non, on ne fait pas ça. Ils le prennent pas de la bonne façon, mais du coup ils vont vous dire ça et vont vous transmettre leur peur eux-mêmes qu'ils ont eu par rapport à leurs investissements ou pour vous protéger. Donc après ça a été notre cas. Ça a été notre cas et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Donc vraiment passer outre toutes les objections que vous pourrez entendre. Que ce soit par vos amis ou votre famille, c'est surtout dur par rapport à votre famille. Et je pense qu'il est important de s'entourer aussi. C'est pour ça que si vous êtes tout seul, c'est vrai que c'est pas évident. Nous, on était deux, donc c'est vrai que c'était pas mal par rapport à se dire bon, on se met des œillères et on passe outre. Mais je pense que c'est intéressant si vous êtes tout seul d'être avec une autre personne ou rester sur les réseaux avec d'autres investisseurs, mais rester focus. C'est super important. C'est surtout ça. Autre erreur que vous pouvez commettre, c'est de mettre trop d'apport dans le financement que ce soit un appartement ou un immeuble. Quand je dis apport, attention, les banques généralement, et surtout en ce moment, là on tourne cette vidéo, on est fin 2020, les banques demandent généralement de mettre les frais de notaire, ce qui est logique. Donc donc environ 8% du montant final de votre bien, tout simplement. Ne mettre, disons, pas trop d'apport, par exemple, admettons si vous commencez à être dans les ordres de 15, 20, même peut-être 30% d'apport. Ça commence à faire. Après, attention, on parle là par rapport au financement. Il s'avère que c'est vrai que si par exemple vous avez des petits pépins travaux ou autres qui se passent donc après le financement et que vous avez un peu d'épargne, là j'ai envie de vous dire, quitte à le financer soi-même pour qu'après ce soit exploité, ça a été notre cas, faites-le. Mais par rapport au financement, on est d'accord que ne mettez pas trop d'apport. Après, on n'est pas contre le fait de mettre des apports, surtout si c'est les frais de notaire ou aller à l'ordre de 10%. Surtout si derrière, c'est une excellente affaire. Enfin, c'est bête de passer sur je sais pas, vous allez acheter un immeuble de rapport avec une renta peut-être de 15%. Parce que vous pouvez pas mettre, c'est parce que vous ne voulez pas mettre l'apport, parce que vous avez entendu comme quoi effectivement il y a beaucoup d'autres investisseurs qui n'ont pas mis d'apport et du coup vous vous dites je ne veux pas mettre d'apport. Mais si vous pouvez, je pense c'est très important ça. Il y a une différence entre mettre trop d'apport
et pas vouloir mettre d'apport. Parce que là maintenant les investisseurs disons initiés qui savent que bon voilà faut pas mettre d'apport parce que c'est pas bien, vaut mieux l'avoir sous le coude au cas où il y a des galères, etc. C'est super important de faire la part des choses. Attention, c'est super important. Par exemple, si la banque vous demande de mettre, je sais pas, un minimum les frais de notaire et que vous êtes bloqué si c'est pas le cas, et que derrière vous avez un investissement, je sais pas, je vais dire des bêtises, à 15% de renta brute, il serait dommage de passer à côté d'un investissement pareil et que du coup vous passez à côté si vous voulez pas mettre les frais de frais de notaire tout simplement. Je l'ai dit, mais ouais, effectivement c'est ça. Voilà. Ensuite c'est effectivement on reste sur le financement, emprunter sur une durée trop courte, c'est-à-dire 10 ans, je pense que c'est pas possible, mais au moins 15 ans. C'est ça. Comme je pense sur plein d'investisseurs l'ont fait, mais avant. Mais il y a 20-30 ans, mais c'était pas pareil. Mais effectivement, on va dire 25 ans, 20 ans, si vraiment nous, ça a été notre cas, on n'a pas pu 25 ans. Donc on a fait via 20 ans, sur 20 ans. Donc j'ai envie de vous dire, après, en dessous de 20 ans, attention, là, ça commence à être surtout sur des grosses opérations. Ça commence à faire de gros montants de crédit par rapport à des loyers qui seront pas forcément, le rendement, le rapport entre les loyers et le crédit, si vous avez moins de 20 ans, votre marge elle va être bouffée. Disons que pourquoi c'est une erreur de prendre une durée trop courte, c'est que vous n'allez pas en fait utiliser l'effet de levier de la banque. La banque en fait vous permet d'emprunter sur, c'est magnifique, d'emprunter sur 10, 15, 20 ans, et en fait plus vous prenez une durée longue, c'est-à-dire 20, 25 ans, voire même 30 ans, des fois ça arrive, plus vous avez un bras de levier super long. Donc plus vous pouvez emprunter. Voilà, c'est surtout ça. Par rapport à votre taux d'endettement, etc. etc. Donc il est pareil encore, il est encore une fois dommage de s'en priver alors qu'on pourrait prendre 20 ans sur 20 ans. Et c'est surtout, ça me fait penser, c'est surtout si vous voulez enchaîner. Si effectivement vous réussissez à chaque fois à avoir des durées de crédit de 25 ans, c'est clair. Vous réduisez votre mensualité. Petit montant de crédit en moins que vous aurez chaque mois, ça sera une capacité, un taux d'endettement que vous pourrez surenchérir via un autre bien que vous pourrez utiliser sur une autre opération. C'est clair. Donc voilà. Ensuite, autre erreur, et je pense que là c'est de manière générale concernant l'immobilier, c'est être négligent. Et pourquoi je dis de manière générale? Parce que vous pouvez être négligent sur énormément de choses et du coup faire de nombreuses erreurs. Comme exemple typique, vous pouvez être négligent sur l'étude de marché de votre ville par exemple, et je sais pas, du coup vous investissez dans un immeuble de rapport et vous vous rendez compte au fur et à mesure des mois que la ville n'est pas si intéressante que ça et que c'était une grosse erreur et que vous vous retrouvez. J'ai même envie de te dire, ne serait-ce que vous faites votre étude sur une ville, vous ciblez un type de locataire. Et au final, vous avez mal fait votre étude et vous mettez en meublé et au final, ça correspond que à des familles qui ont leur propre meuble. Et là, vous avez meublé, vous êtes focus sur un type de profil qui n'est pas du tout viable par rapport à la ville que vous avez ciblée. Ça peut être du coup être négligent, mais ça on en a parlé vis-à-vis de votre épargne, vis-à-vis de gérer l'argent. Ça peut être durant vos visites de biens, d'appartements ou d'immeubles de rapport. Si vous êtes négligent et que vous regardez mal les petites spécificités, vous pouvez passer à côté de petites choses, mais qui peuvent s'avérer. Qui engendrent beaucoup de choses. Voilà, exactement. Par exemple, les immeubles de rapport, ça a été notre cas où il y a tellement d'informations et surtout si vous n'êtes pas initié à ça, vous allez ne serait-ce que des petites erreurs et ça peut coûter très très cher, surtout si vous avez 5-6 appartements. Voilà. Ça peut être aussi vis-à-vis concernant votre dossier bancaire, c'est-à-dire que vous y allez les mains dans les poches. Vous avez quand même les informations globales de votre investissement que vous voulez avoir. Ça va être compliqué vis-à-vis du banquier. Il va falloir quand même ramener un dossier costaud pour convaincre le banquier. Mais de manière générale, vraiment faire les choses carrées. À un moment donné, comme on vous l'a dit, vous investissez des centaines de milliers d'euros ou des dizaines pour les petits projets. Le minimum, c'est de faire les choses. Mais voilà, c'est quelque chose de concret, c'est du sérieux, c'est pas
on y va comme ça, un peu à la wall again et on se lance. Non, il faut faire les choses sérieusement. Même nous, on a fait les choses quand même assez carrées et on a fait plein d'erreurs. Alors imaginez si vous commencez à vous lancer en mode… Et on est du bâtiment. Et on est du bâtiment. Donc imaginez-vous bien si vous vous lancez en mode je fais une étude vite fait, etc. C'est pas type de profil c'est ça, vous allez vous planter. Disons que pour un appartement, pour un petit appartement, je sais pas, de 30 000 euros, vous n'allez pas avoir un énorme impact. Mais alors là, si vous faites des erreurs dans un immeuble, enfin nous c'est notre cas, dans un immeuble de rapport, ça fait mal. Ça commence à faire très mal. Voilà. Donc 8e erreur, c'est investir dans des villes peu ou pas assez rentables. Ouais, et quand on dit des villes peu rentables, c'est évidemment des grosses villes. Vous imaginez bien. Type Lyon, bon pareil, n'en parlons pas, Nantes, Bordeaux, Marseille, etc., etc. Et forcément, si vous investissez dans du locatif et que vous cherchez de la rentabilité, c'est même pas, enfin pour nous en tout cas, c'est une grave erreur d'investir dans ces villes. Après oui, tout dépend de l'objectif de chacun. Si effectivement c'est du patrimonial, là effectivement on peut se dire, vous pouvez tout à fait le faire. Si effectivement vous visez du cash flow positif et du haut rendement du 10-15%, dites-vous bien que la Paris, Lyon, Bordeaux, etc., des grosses villes comme ça va être compliqué à moins que vous ayez des très bons contacts, mais auquel cas on veut bien avoir les contacts. Mais effectivement, c'est ça. Donc voilà. Ok, donc 9e point, et aussi là on l'a beaucoup remarqué à travers de nos réunions d'investisseurs, etc., c'est de se prendre beaucoup trop la tête en termes de fiscalité. Attention, c'est important de considérer la fiscalité parce que ça fait partie intégrante de votre projet d'investissement. Mais par contre, de se baser vraiment que là-dessus et de se prendre la tête et de se faire des blocages juste parce qu'il y a la fiscalité, je trouve ça dommage. Et c'est une grosse erreur que beaucoup d'investisseurs font. Et du coup, ils se bloquent pendant 1-2 ans et ils font rien derrière. Et c'est vraiment dommageable. Ouais. Bah, je pense qu'effectivement, vous prendre la tête de se dire effectivement nom propre ou société au début, enfin voilà, vraiment regarder ces aspects-là au début et se fixer tout de suite. Disons la base. Mais après sur tout le reste, là, tous les petits détails, bon, on va pas partir là-dedans, mais tous les petits détails que vous pourrez retrouver après, vous verrez ça après. Investissez. Une fois que vous avez mis en location, que vous commencez à vous dégager du cash flow, vous pouvez commencer à vous prendre la tête par rapport à ça. C'est clair. Et nous, ça a été d'ailleurs notre cas. On a pris un comptable une fois qu'on a, on a fait les opérations, qu'on a c'était pendant les travaux, etc. Mais on a mis en place ça après. On savait de base dans quel régime fiscal on allait être, mais on s'est pas pris la tête dès le début. Quelle fiscalité prendre, etc., etc. Donc voilà, tout simplement. Ouais. Et le dernier point, la 10e erreur, c'est vraiment attendre et remettre tout au lendemain et puis du coup ne pas investir, maintenant ou que ce soit dans les prochains mois. Tout simplement procrastiner. Voilà, la procrastination, tout à fait. Tout simplement. Voilà. Et ça c'est dommage, enfin je veux dire, on en reparle et encore un sujet très important qu'on peut en discuter dans une autre vidéo, l'immobilier c'est du temps. Donc si vous repoussez au lendemain et que c'est continuellement, et bah forcément, elle va arriver, tiens, ça fait 1 an que je m'y suis pas mis, et puis 2 ans, et puis le temps passe. Et puis effectivement, on l'avait dit dans cette vidéo-là, et on dit attention, on ne dit pas non plus ne pas se précipiter et du coup faire des erreurs, c'est faire le plus rapidement possible tout en s'étant formé et en ayant bien fait son étude de marché, etc. Mais dans le sens vraiment attendre vraiment 1-2 ans et se dire je ferai ça bientôt et vous ne le faites pas et au final c'est 2-3 ans de perdu. Disons que quand vous avez les connaissances et que ça y est c'est parti, vous voulez démarrer, enfin c'est parti quoi, il n'y a pas de temps à perdre, une vie c'est assez court. C'est ça. Voilà, même si on aime bien dire le temps c'est de l'argent. On a à peine 30 ans mais on s'en rend compte, la vie est courte et il faut y aller, on n'a qu'une seule vie. Et voilà. Et puis c'est surtout qu'en 1 an, on a bossé un peu comme des malades et on se dit en 1 an ce qu'on a pu réussir à faire. On est des humains comme vous, tout le monde peut le faire. Et c'est bête de se dire je vais faire ça dans 1-2 ans. Et dites-vous bien que dans 1-2 ans, si maintenant vous avez réussi à investir, que vous avez, je sais pas, 6 appartements, c'est ça. Mais ces 6 appartements où vous aurez des loyers, un cash flow positif pendant toute une année.
et l'amortissement du bien. Donc c'est des sommes énormes. C'est énorme. C'est peut-être pour sortir un chiffre au hasard, c'est peut-être 20-30 000 euros. 20 000 euros peut-être de crédit, plus d'amortissement du crédit, plus c'est ça. Plus de c'est pas pour rien qu'on a mis cette erreur en dernier. Je pense que c'est la plus importante. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve à la prochaine. Exactement. Ciao. Allez, c'est